Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la suite de nos entretiens dans le cadre de l'élection présidentielle en République du Congo. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Léon Juste Ibombo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique en République du Congo. C'est bien ça. Alors, l'élection présidentielle s'est déroulée, mais l'actualité, c'est le décès de Monsieur Kolela. Alors, comment est-ce que cela a accueilli dans le camp présidentiel? Écoutez, je voudrais profiter de votre micro pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille Kolela et particulièrement à Landry Kolela, qui est un ami, qui est un frère. Nous déplorons la disparition de M. Kolela. Voilà, et nous savons qu'il était un peu affaibli, parce que nous avons suivi qu'il a même eu organisé un meeting assis, un meeting de campagne, et qu'il n'avait même pas pu organiser son dernier meeting à Brazzaville. La Covid-19 est là, voilà, et paix à son âme, et je présente encore personnellement mes condoléances à sa famille et à mon frère Landry. Et je pense que le président de la République avait pris, on va dire, toutes les précautions nécessaires et les dispositions nécessaires au niveau du gouvernement pour évacuer le président Parfait Kolela en France. Malheureusement, arrivé en France, il est décédé. Bon. Alors, on a quand même noté à Brazzaville ce matin, on a noté à Brazzaville un certain agacement de la part des partisans de M. Kolela, qui n'entendent pas forcément la version de la Covid-19 sur son décès. Écoutez, ça peut se comprendre parce que, vous savez, lorsque l'on perd un leader, on est toujours emprunt à avoir quelques interprétations, mais les faits sont têtus. C'est-à-dire qu'on l'a vu diminuer parce que les images ont circulé. Faire un meeting assis, ça prouve que la personne avait quand même quelques facultés physiques qui étaient amoindries. Et à côté de cela, la démarche n'était pas aussi, on va dire, voilà, j'allais dire impériale. Parce que lorsque l'on est en pleine campagne présidentielle, on a une démarche impériale pour montrer, pour, on va dire, transférer la force, le dynamisme que vous aviez à votre public. On n'a pas vu ça, et puis malheureusement, le dernier meeting, il n'a pas pu lui-même être présent. Et bon, à côté de cela, on peut parler d'un testament visuel, puisque lui-même, à travers les réseaux sociaux, a eu à non seulement appeler ses militants à aller voter en masse, mais aussi à dire qu'il luttait contre, qu'il faisait peut-être le dernier combat de sa vie. Voilà. Je pense que les faits sont têtus, et puis je n'ai pas d'autre interprétation, et voilà. Mais est-ce que finalement ça ne profite pas au camp présidentiel, cette issue, on va dire, malheureuse, certes, mais nous sommes en politique. La mort n'a jamais profité à quelqu'un. La mort n'a jamais profité à quelqu'un, quand bien même vous êtes des concurrents politiques. Et je peux vous assurer, parce que je suis un collaborateur, on va dire, très immédiat du président Denis Sassou Nguesso, c'est une personnalité qui respecte, on va dire, de manière assez rigide la tradition bantoue. Je dis bien assez rigide la tradition bantoue, y compris lorsqu'il s'agit de la mort d'un Congolais qui a occupé des fonctions dans ce pays, ou même un anonyme. Le président a toujours été présent, et quand c'est une personnalité, les honneurs de la République ont toujours été rendus à cette personne. Quelle que soit sa filiation politique, aux grands hommes de notre pays, sans distinction. Et le président l'a toujours fait. Donc je ne peux pas
penser que ça aurait profité ou que ça profiterait d'une manière ou d'une autre. Non, d'autant plus qu'il faut dire la vérité, les dés étaient déjà pipés. Le président Sassou, c'est le seul candidat qui a fait tous les départements. Le seul. Et je suis un peu sur les médias, on fait un peu le crime de son âge parce qu'on dit 76, 77 ans. Mais à 76, 77 ans, il a pu faire les 12 départements de notre pays. Je dis bien les 12 départements, 12 meetings, 12 grands meetings, et on a utilisé les moyens des nouvelles technologies de la communication et de l'information, c'est-à-dire qu'à travers le numérique, les meetings ont été diffusés en simultané et sur les écrans géants et sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas dire que les dés étaient déjà... Voilà, c'est-à-dire que... bon, il faut dire que c'est le seul candidat qui a fait les 12 districts. Le président Kolela, paix à son âme, n'a pas pu faire les 12 districts, c'est faux. Les autres candidats ont dû faire un ou deux districts, départements. M. Kolela a dit à certains moments qu'il avait été empêché de faire campagne. On ne l'a jamais empêché, on n'a empêché personne de faire campagne. Et on a empêché personne de faire campagne, c'est peut-être pour des raisons, on va dire, indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu. Si vous voulez parler de l'histoire de la Sangha à Ouesso, mais on n'a pas... Les compagnies aériennes sont privées dans notre pays. Si au moins on avait encore une compagnie nationale, bon ça je peux dire, malheureusement on a eu quelques difficultés avec nos compagnies nationales qui ne volent pas en ce moment précis. Donc les seules compagnies qui volent dans notre pays sont des compagnies privées. Et on ne peut pas empêcher un privé de transporter un client potentiel, d'autant plus que ça va lui rapporter de l'argent. Le privé, ça va lui rapporter de l'argent. Comment est-ce qu'on va l'empêcher? On va demander à une compagnie privée de pouvoir ne pas transporter un candidat à un lieu, alors qu'il y a même d'autres clients qui ont peut-être certainement payé leur billet. Donc ça, c'est un faux débat. Alors, M. Ibombo, l'élection présidentielle a eu lieu. Quand on vous entend parler, pour vous, le candidat du PCT, de la majorité présidentielle, est le seul il va forcément rempiler quand on vous entend parler. Mais écoutez, les faits sont têtus. Premier fait, c'est le seul candidat à avoir fait tous les 12 départements. Le seul. Deuxième fait, on a vu, parce qu'on parle de l'usure du pouvoir, mais on a vu les populations, l'allégeance des populations lors des meetings du chef de l'État. J'ai été à Pointe-Noire, j'ai vu l'allégeance des populations. On a marché de l'aéroport jusqu'à la résidence privée du chef de l'État. Partout c'était plein. Nous étions à Luango dans le Kwilu, même allégeance des populations. Nous étions, j'étais pas personnellement, mais le président était à Dolisie, alors c'était l'apothéose. Le président est parti à Sibiti. Le premier ministre est ressortissant de Sibiti, c'était plein à plein, comme on dit chez nous ici. Le président est parti à Owando. Il est parti à Ouesso. Le président est parti à Infondo. Le président est parti à Djambala. Djambala, c'est dans les plateaux. J'y étais personnellement. L'apothéose. C'était plus que même l'apothéose. Le président a fait le meeting de Brazzaville. Alors, c'était un terrain meeting. C'est le seul. Pourquoi? Mais justement parce que en période d'incertitude, en période de mutation, en période, on va dire, à la croisée des chemins, on a besoin des hommes forts. Et on a besoin de la stabilité. Je vais vous prendre un exemple. Parce que bon, on nous prêche toujours, ce sont, comme on dit chez nous, les noko, qui sont nos donneurs de leçons, c'est-à-dire que les pays occidentaux. Lorsque la France a été enclin à une période d'incertitude, on a appelé le général de Gaulle. On a appelé le général de Gaulle en 1944. D'abord. Ensuite, lorsque la France a été encore à une période de grande incertitude, en 1958, on a rappelé le même général de Gaulle. Parce qu'il y avait la guerre d'Algérie, et puis il y avait ce processus de décolonisation, de colonisation. Il fallait
qu'on arrive à avoir des référentiels. Et on avait besoin d'un homme qui pouvait se lever. C'était De Gaulle. Alors cela voudrait dire que finalement, pour vous, la critique de l'usure du pouvoir, elle glisse comme de l'eau sur Mais c'est vous. même une fausse critique. Écoutez, et c'est même enfantin, excusez-moi de le dire. Madame Angela Merkel, ça fait combien d'années qu'elle est au pouvoir en Allemagne? Mais ça n'a jamais offusqué quelqu'un. Mais pourquoi est-ce que au Congo, s'il y a quelqu'un qui est... Voilà. Mais s'il a la confiance de son peuple, Madame Merkel a la confiance de son peuple. On parlerait d'usure de pouvoir. Mais je vais vous prendre un exemple encore, bon, puisqu'il y aurait des élections encore là-bas, et je suis persuadé qu'ils vont encore empiler. En Israël... Monsieur Netanyahou. Oui. Mais est-ce que bon, là-bas, on ne parle pas d'usure de pouvoir, on ne parle pas de... Oh, non, mais donc c'est chez moi... Donc vous trouvez que c'est par rapport à l'Afrique qu'on parle d'usure du pouvoir? Mais c'est parce qu'on veut toujours infantiliser l'Afrique. Mais nous sommes pour une Afrique décomplexée. Voilà. L'infantilisation de l'Afrique, c'est terminé. Et donc, un nouveau mandat pour le président Denis Sassou Nguesso, quels sont les grands chantiers dans il y a 9 chantiers. En fait, c'est pour poursuivre le premier chantier que nous avons eu au niveau de la marche vers le développement, chantier qui s'est arrêté à cause de la crise. Et ça aussi, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité têtue. Même les grandes nations démocratiques ont vu leur élan économique stoppé à cause de la pandémie à coronavirus. Donc, cette pandémie a emmené tout un ensemble d'autres crises. Et aujourd'hui, des pays comme la France ne s'en sortent pas, jusqu'à présent. Puisque la France est en train de reconfiner encore. Bon, on parle bon, voilà, on parle de restrictions, mais c'est un reconfinement. Et l'économie, justement, prend un coup. Donc, en période d'incertitude, on a besoin d'un homme fort qui assure la stabilité et qui puisse qui manifeste une confiance. On dit, c'est l'expérience qui fait la différence. On a besoin de cette expérience pour faire la différence avec les autres candidats. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais poursuivre les chantiers que nous n'avons pu achever à cause de cette pandémie à coronavirus. D'abord ça. Et ensuite, élargir, on va dire les grands chantiers. Il y a le numérique, il y a la numérisation de notre administration pour avoir une meilleure traçabilité aussi bien des recettes publiques que des dépenses de l'État. Donc il y a tout un écosystème qui a été implémenté. Ça, c'est votre domaine de compétence. C'est le domaine de compétence. Avec le ministère en charge des Finances, on a mis en place un procès de dématérialisation, des plateformes numériques qui permettent d'avoir une meilleure traçabilité sur les recettes de l'État, sur les dépenses de l'État. Et on veut qu'il y ait moins de manipulation de la monnaie par les fonctionnaires. Donc, qu'il y ait plus de paiements électroniques. Et de l'autre côté, on a l'autre chantier que nous devons poursuivre. C'est-à-dire que le président de la République avait mis un accent particulier sur l'agriculture. Et il avait prescrit au gouvernement de pouvoir vulgariser au maximum la culture de du manioc, de la banane, de 3 variétés. Voilà, 3 variétés et du cacao. C'est-à-dire qu'il fallait mettre un accent particulier là-dessus. Évidemment, avec la coronavirus, avec la crise à coronavirus, on n'a pas eu les recettes escomptées. Donc maintenant, on va essayer de travailler pour être beaucoup plus résilient, avoir des recettes. Et ici, c'est l'agriculture au sens large du terme. Parce que, vous savez, bon, j'ai aussi entendu un procès. On dit, oui, le Congo, parce que le président a parlé d'importer les Bembadou, d'importer même les Safou. Mais quand même, monsieur Ibombo. Et on nous a dit, mais vous savez, la culture du Congolais, le Congolais a délaissé l'agriculture. Pour le Congolais, l'agriculture, c'est je veux le dire comme ça, et j'assume ce que je dis. Un agriculteur, c'est un sous-métier. Le président Sassou était là pendant qu'il y a eu ce délaissement. Oui, mais le problème, c'est qu'il nous faut maintenant aller vers un axe central que nous avons dans le cadre de notre PND, c'est-à-dire changer aussi le logiciel mental du Congolais. Parce que le Congolais, lui,
Si vous lui dites quelque chose, bah, devenez agriculteur. Il dit non, moi je veux devenir fonctionnaire. Le Congolais, c'est le fonctionnariat. C'est ce que nous avons hérité de la France. Nous avons hérité de la colonisation française, c'est l'administration. C'est-à-dire que l'Afrique équatoriale française, la capitale de la France, c'était l'Afrique équatoriale française. Donc toute l'administration française de l'époque était ici. Donc ici, les Congolais, voilà, le meilleur métier, c'est être fonctionnaire, c'est entre instituteurs. Voilà le métier des Congolais. Maintenant, il faudrait que nous fassions, nous, gouvernement, un effort, oui, il faut un effort considérable de sensibilisation sur l'agriculture, que l'agriculture peut apporter plus de richesses que, par exemple, un fonctionnaire. Parce qu'un fonctionnaire, c'est vrai, bon, on dit, il y a la sécurité du travail, à la fin du mois, il a son argent, le minimum au Congo, c'est 120 000 francs, mais un agriculteur, il peut gagner beaucoup plus. Donc, il y a un travail aussi de sensibilisation et de grande sensibilisation qui va aller de pair avec cette ambition du chef de l'État, l'agriculture au sens large. Et il y a aussi un autre aspect que nous devons aussi mettre en avant, c'est la diversification de notre économie. Parce qu'on a toujours été tributaire du pétrole et malheureusement avec la pandémie... Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il nous faut trouver des substituts. Nous y travaillons. Le numérique, voilà, la transformation numérique. Justement, l'économie numérique. L'économie numérique. Vous avez apporté quoi depuis oui, que vous êtes en 2016 au niveau déjà de la part de l'économie numérique dans notre PIB, on est, je pense, à 5-6 points. Donc l'économie numérique a un dynamisme qui va booster, qui va booster notre économie, qui va même diversifier le champ d'action de notre économie. À travers, par exemple, les nouveaux moyens, les communications électroniques et les moyens digitaux de paiement, on crée beaucoup plus de richesses. On crée aussi beaucoup plus d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons personnellement accompagné plusieurs jeunes. Il y a des jeunes qui ont mis en place une start-up de transfert d'argent directement dans un compte bancaire. En France, partout dans le monde. Vous pouvez transférer de l'argent dans un compte. C'est DigiPay, voilà. Ils ont mis en place une plateforme. Vous pouvez transférer de l'argent directement dans un compte partout dans le monde. Et ce sont des avancées considérables. Il y a l'interopérabilité qui se fait maintenant dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a la facilité, par exemple, de transférer de l'argent entre un opérateur à travers le mobile money, entre un opérateur et un autre opérateur. Ça crée beaucoup plus de richesses. Et il y a aussi, puisque lorsque on utilise des moyens électroniques de paiement, on lutte aussi contre le blanchiment d'argent, on lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a une meilleure traçabilité. Et on assure aussi quelque chose, mon cher frère, si je peux me permettre, l'inclusion. On va dire l'inclusion monétaire. On touche tous les Congolais, le plus de Congolais possible. L'inclusion monétaire. Puisque le taux de bancarisation dans nos pays est toujours assez faible, ça on l'avoue. Ce n'est pas dans la culture des Africains, et particulièrement des Congolais, de pouvoir garder leur argent à la banque, ouvrir un compte à la banque, à moins qu'on soit fonctionnaire. Mais à travers les moyens digitaux de paiement, on assure l'inclusion financière. C'est-à-dire la personne qui est à l'interland, elle peut commercer facilement à travers ces nouveaux instruments de paiement. Donc l'économie numérique va apporter un dynamisme, va booster notre économie, va aussi créer beaucoup de richesses. Et je peux vous assurer que dans le cadre de l'économie numérique, nous portons une loi portant statut de start-up. Aujourd'hui au Congo, on a déjà opérationnalisé le FIGA. C'est un fonds d'impulsion, de garantie pour les très petites et moyennes entreprises. Mais lorsque vous allez à la banque, ce fonds existe, hein, ce fonds existe, il est logé à la banque postale, mais 10 milliards de francs CFA pour commencer. Lorsque vous allez auprès de la banque pour solliciter ce fonds pour les jeunes, mais il faut que vous apportiez une garantie. Mais lorsque vous commencez votre petite entreprise, quelle est la garantie que vous allez présenter à un banquier? Voilà, raison pour laquelle nous allons, à travers le projet de loi, l'avant-projet de loi portant statut des start-up,
on va assurer cette garantie, labelliser les startups pour leur assurer une garantie qui fera en sorte que ces jeunes entreprises puissent bénéficier facilement de ce fonds qui est logé à la Banque postale du Congo. Alors, monsieur le ministre, quelques perspectives après la présidentielle, vous voyez où? C'est-à-dire? Votre avenir, vous le voyez où? Ici, au Congo, vous le voyez où, votre avenir? Vous resterez au ministère des Postes ou bien vous espérez, vous espérez aller plus loin? Écoutez, nous continuons à faire notre travail. Demain encore, nous allons organiser le COPIL du projet Central African Backbone, qui va... COPIL, comité de pilotage. Comité de pilotage du projet Central African Backbone, volet Congo, qui va nous permettre de pouvoir... C'est la fibre optique, ça? C'est la fibre optique, qui va nous permettre de pouvoir finaliser l'interconnexion entre le Congo et la République centrafricaine, parce que les travaux d'interconnexion entre le Congo et le Cameroun sont entamés. Nous sommes plus ou moins à 70-75%. Donc le réseau va être disponible sous peu. Mais avec la pandémie à coronavirus, on a un autre chantier, on a deux autres chantiers, c'est-à-dire que l'interconnexion avec la RCA et surtout le data center qui nous permettra de pouvoir héberger nos données ici dans notre pays, au Congo. Donc le travail continue. Et en dehors de ça, nous allons organiser d'ici la fin de ce mois, je pense d'ici le 28 ou le 29, on va organiser la réunion du Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques. Le comité, la session administrative et budgétaire de ce fonds, qui va nous permettre justement de pouvoir élargir les zones blanches que nous devons couvrir en réseau de communications électroniques. Donc vous voyez que le travail continue. Mais donc nous allons continuer à faire notre travail jusqu'à ce que le nouveau gouvernement arrive. Mais jusqu'à présent, c'est le même gouvernement, c'est le gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba qui est là. Dans le cadre de la digitalisation, justement, Congo Pay, on a aussi une autre plateforme qui est mise en place, c'est Congo Pay. Et nous travaillons avec des partenaires indiens qui nous permettent d'avoir l'interopérabilité entre tous les systèmes de paiement et les opérateurs de paiement, que ce soit mobile ou bancaire, pour avoir cette interopérabilité qui nous permettra d'avoir aussi une meilleure traçabilité. Parce que lorsqu'il y a interopérabilité, lorsque on utilise la monnaie électronique, il y a une traçabilité de la monnaie, c'est-à-dire qu'il y a la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le terrorisme, parce que justement c'est souvent le fruit de l'argent qui n'est pas tracé, qui profite aux délinquants ou aux terroristes, mais avec ces nouveaux procédés, évidemment, l'État aura un œil là-dessus. Donc, nous continuons à travailler en attendant que le nouveau gouvernement arrive. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on voit bien que vous êtes très optimiste et nous arrivons au terme de cet entretien. Merci de vous être plié à cet exercice, monsieur Ibombo. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie et je profite de votre micro aussi puisque nous passons au Cameroun pour saluer ma collègue, madame Lili Keng, voilà, qui est la ministre aussi en charge de l'économie numérique et des télécommunications du Cameroun. Nous pensons que nos deux chefs d'État, certainement, et nous espérons, nous sommes persuadés que le président Sassou y gagnera, oui, cela ne fait l'ombre d'aucun doute, pour inaugurer ce réseau Congo-Cameroun qui va faire en sorte que nos deux pays n'emprunteront plus les routes internationales de télécommunications, mais nous aurons des redondances au niveau de la sous-région. Cela aussi est une volonté des chefs d'État, parce que ce sont les chefs d'État de la CEMAC qui avaient décidé qu'il y ait des boucles, des réseaux à fibre optique entre nos États au niveau de la zone de la CEMAC. Nous avons déjà finalisé avec le Gabon. Nous avons un réseau qui n'est peut-être pas de grande capacité avec Kinshasa, la RDC. Et nous allons avoir un grand réseau avec le Cameroun, un autre avec la République centrafricaine. Voilà, c'est l'intégration africaine. Et nous suivons la voie tracée
par nos chefs d'État. Merci, merci pour cette invitation. Merci, M. Ebombo. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir prêté votre attention tout au long de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous avec d'autres entretiens ici au Congo-Brazzaville dans le cadre de l'élection présidentielle que ce pays vient d'abriter. Madame, Monsieur, bonsoir, à bientôt.